Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Éco. Œil pour œil, dent pour dent, face à la guerre commerciale de Donald Trump, l'Europe réagit en appliquant à son tour des droits de douane sur plusieurs produits américains. 26 milliards d'euros de marchandises made aux États-Unis seront affectés, l'équivalent des mesures américaines sur l'acier et l'aluminium. Dès le 1er avril, la Commission européenne va réactiver les droits de douane déjà appliqués en 2018 lors du premier mandat de Donald Trump. En parallèle, aux États-Unis, l'inflation guette, les marchés s'affolent et les bourses dégringolent face à un risque de récession que les économistes anticipent. Pourquoi une telle pression sur l'économie mondiale? Va-t-on vers une nouvelle crise économique? On va en parler aujourd'hui dans ce Focus Éco avec M. Amin Karkash. Vous êtes consultant international en communication politique et affaires publiques. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour Madame Khamlichi et merci de m'avoir invité. Alors, l'acier et l'aluminium européen taxés à hauteur de 25% et bientôt peut-être 25% qui concernera tous les autres produits européens. Est-ce que le fait que cette guerre commerciale se soit étendue à l'Europe était attendu ? Effectivement, je crois que ça faisait partie des promesses clés de M. Trump de rétablir des tarifs douaniers afin de rebâtir l'industrie manufacturière américaine que M. Trump considère comme critique pour augmenter à la fois la puissance économique et la puissance militaire des États-Unis. Donc l'Europe, l'Union européenne, connaît maintenant le mode de fonctionnement de M. Trump et a vite réagi en imposant des représailles commerciales en 2 temps. Donc, ces représailles commerciales ne sont toujours pas entrées en vigueur. Elles vont entrer en vigueur à partir du 1er avril, puis à partir du 13 avril. Donc ça laisse déjà entrevoir que l'Europe laisse une fenêtre ouverte afin de pouvoir négocier avec M. Trump. Et il faut aussi noter que l'Union européenne n'a pas utilisé son instrument anti-coercition qu'elle a adopté en 2023, qui pourrait par exemple priver certaines entreprises américaines de l'accès au marché public européen. Donc, c'est un instrument qui est beaucoup plus agressif en termes de représailles contre les tarifs douaniers. Donc, l'Europe pourrait peut-être le garder sous sa main en observant si M. Trump va, oui ou pas, mettre en place les tarifs douaniers réciproques qui sont encore beaucoup plus néfastes pour l'économie de l'Union européenne. Donc, la question se pose, qu'est-ce que M. Trump est prêt à accepter de la part de l'Union européenne afin de mettre fin à ces tarifs douaniers sur l'aluminium et l'acier. Une Europe en tout cas qui temporise pour le moment, vous l'avez dit, mais il y a tout de même une réponse qui a été observée. Rappelons qu'en janvier, le déficit américain se chiffrait à 131,4 milliards de dollars. Est-ce que c'est ce qui a poussé aujourd'hui Donald Trump à instaurer ces mesures, on va dire, c'est une excellente de l'Europe? C'est une excellente question parce qu'effectivement, tout le monde se pose la question quels sont les objectifs que M. Trump cherche à réaliser via ces tarifs douaniers. Moi, je crois que, d'abord, avant même de parler du déficit commercial, je crois que M. Trump, comme je l'avais déjà dit au début, cherche à rebâtir l'industrie manufacturière aux États-Unis. Il cherche aussi, en fait, à compenser les pertes de revenus pour le gouvernement fédéral qui vont découler en fait de ces réductions d'impôts qu'il a promis. Donc, avec les tarifs, l'objectif serait d'accumuler plus de revenus fiscaux afin de compenser les pertes de revenus dues à ces baisses d'impôts. Il y a aussi l'enjeu du déficit commercial, sauf que je crois que cet enjeu est probablement mal apprécié par M. Trump parce que les États-Unis ont quand même besoin du déficit commercial pour importer des biens, comme le café par exemple, qu'ils ne produisent pas en quantité suffisante. Donc le déficit commercial n'est pas en soi une problématique économique réelle. Et comme je le disais aussi, la question se pose sur pourquoi, en fait, qu'est-ce qu'il est prêt à accepter pour mettre fin à ces menaces tarifaires. Et l'Union européenne a déjà commencé à mettre sur la table quelques propositions qui pourraient inciter M. Trump à reculer. Par exemple, l'Union européenne pourrait s'engager à acheter beaucoup plus de gaz naturel liquéfié de la part des États-Unis, pourrait s'engager à acheter plus de matériel de défense. Donc, est-ce que M. Trump va considérer que ces concessions sont suffisantes? Selon plusieurs observateurs, probablement pas, parce que M. Trump aimerait aussi que l'Union européenne
recule face à sa taxe sur les services numériques qui touche beaucoup les géants de la tech américaine. Donc je ne crois pas que l'Union européenne est prête nécessairement à aller dans cette direction. Donc tout ça laisse entrevoir beaucoup de négociations et surtout l'Union européenne, en tant qu'institution, cherche à affirmer sa légitimité face à M. Trump. Parce que pour l'instant, M. Trump n'a toujours pas rencontré la commissaire de l'Union européenne, la présidente de la commission de l'Union européenne. Et ça envoie le signal que les États-Unis, dans leur rejet plus global du multilatéralisme, ne considèrent pas nécessairement que c'est l'Union européenne qui est l'acteur légitime, mais que c'est plus les États de l'Union européenne. La réponse européenne aujourd'hui est plus ou moins adaptée, puisque vous l'avez dit, la fenêtre reste ouverte à d'autres négociations. Et puis, les sanctions, la réponse des sanctions ne seront applicables qu'en avril. Donc, ça laisse une quinzaine de jours pour pouvoir négocier, ce qui est d'ailleurs le fort de Donald Trump. Exactement. C'est la négociation. Justement, cette stratégie de taxation a pour objectif, selon l'administration de Trump, de renforcer le dollar, mais au final, le constat est là. Je le disais, une inflation qui guette, une croissance qui devrait ralentir selon les analystes. On parle même d'un risque de récession. Les marchés boursiers qui s'affolent, avec la bourse qui a dégringolé dernièrement, les actions qui dégringolent. Donc finalement, cette stratégie, est-ce qu'elle marche, celle de Donald Trump, à long terme ou à moyen terme? On ne devrait même pas aller sur le long terme parce que maintenant les résultats sont là, on les voit, on les observe actuellement. Du coup, sur le court terme, on se pose déjà la question, est-ce que c'est une stratégie efficace? Alors, je crois que la principale menace qui pèse aujourd'hui sur l'économie américaine d'abord, c'est celle de l'inflation. Parce qu'il faut le rappeler d'abord, c'est quoi un tarif? Un tarif, c'est une taxe qui est payée par une entreprise qui importe aux États-Unis. Donc, c'est une taxe qu'elle paye au gouvernement fédéral, mais ces entreprises qui vont payer cette taxe-là, elles vont les répercuter tout au long de la chaîne d'approvisionnement aux détaillants qui vont finalement les refiler aux consommateurs. Donc, il est fort probable que ce soit le consommateur américain qui paye le prix final de cette politique de taxe douanière. Maintenant, la question qui se pose, c'est jusqu'où M. Trump est prêt à aller pour imposer ces politiques tarifaires. Parce que le prix à payer serait très lourd sur le plan politique. Il y a une menace d'inflation, une menace de récession, sachant que M. Trump a été élu sur un fond de colère contre la gestion de l'inflation par les démocrates. Donc M. Trump va devoir faire face à beaucoup de pressions internes, à la fois de la part des élus de son propre camp politique, des élus républicains, qui bien sûr sont très préoccupés par l'impact de ces tarifs, surtout les élus qui en fait habitent dans des secteurs qui dépendent par exemple du secteur automobile, qui habitent dans des régions qui dépendent du secteur automobile, parce qu'il faut rappeler, le secteur automobile utilise l'aluminium ou l'acier comme intrant. Donc ça aura un coût sur le véhicule, sur le prix du véhicule qui sera supporté par le consommateur. On dit que le coût sera à peu près plus élevé de $1000 par véhicule. Donc finalement, ça va être la capacité de M. Trump à supporter les pressions des industriels, de ses propres élus et des consommateurs américains et de ses électeurs finalement. Justement, quand vous parlez des industriels, quand on parle de ces industries de l'acier et de l'aluminium, un certain nombre de grands groupes ou de grandes entreprises pensent aujourd'hui à délocaliser et aller s'installer aux États-Unis pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages, notamment fiscaux. Est-ce que finalement, c'est ce que cherchait Donald Trump? Bon, c'est l'objectif affiché par M. Trump, c'est d'essayer d'inciter les entreprises le plus possible à relocaliser leur activité manufacturière aux États-Unis. Par contre, si on analyse les effets des tarifs douaniers similaires qu'il avait imposés lors de son premier mandat. Alors, premièrement, la production de l'acier et de l'aluminium n'a pas augmenté de façon significative. Et en plus, ces tarifs-là qu'il a implémentés lors de son premier mandat ont provoqué la suppression d'à peu près 75 000 emplois dans les autres industries qui dépendent de l'acier et de l'aluminium comme intrant, parce que ça a augmenté en fait le coût de leurs matières premières. Pourquoi reproduire cette stratégie quand on en a déjà vu les résultats, justement? C'est une bonne question. C'est une stratégie qui s'est avérée contre-productive sur le plan économique. Alors, si c'est contre-productif sur le plan économique, probablement que M. Trump aimerait en fait utiliser les tarifs douaniers comme outil de négociation afin de contraindre les pays de l'Union européenne à abaisser leurs tarifs
sur, par exemple, les automobiles qui sont exportées par les États-Unis, à acheter, comme je l'avais dit, plus de gaz naturel liquéfié américain, plus de matériel de défense. Les objectifs de négociation diffèrent aussi d'un pays à l'autre. Si on prend le cas du Canada et du Mexique, ce que M. Trump aimerait voir, c'est que ces deux pays prennent plus au sérieux en fait, la sécurité autour de la frontière qui sépare les deux pays, que ce soit celle qui sépare le Canada et les États-Unis ou celle du Mexique avec les États-Unis, en freinant l'arrivée des immigrants irréguliers, l'arrivée d'une drogue très dangereuse qui est le fentanyl. Même si on prend le cas du Canada par exemple, c'est moins de 1% du fentanyl qui traverse la frontière canadienne. Donc ça apparaît comme un faux justificatif. Donc moi je crois que ce que M. Trump cherche à faire, c'est aussi limiter, par exemple dans le cas du Canada et du Mexique, c'est de renégocier l'accord de libre-échange qui sera réévalué en 2026 afin de limiter par exemple la présence de la Chine au sein de toute la zone commerciale qui est couverte par la zone de libre-échange. Derrière cette guerre commerciale, en tout cas, il y a une guerre avant tout politique. Merci à vous pour cette analyse et ce décryptage, M. Amin Qarqash. Je rappelle que vous êtes consultant international en communication politique et affaires publiques. C'était un plaisir. Avec grand plaisir. C'est la fin du Focus Echo pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée. Merci pour votre fidélité.